Le bâtiment qui abrite différents services, les bureaux des élus et l'hémicycle a bénéficié de vastes travaux de rénovation thermique. À l'arrivée, une réduction de la consommation énergétique de 45%. 300 ans après la naissance de Louis Mandrin à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, sa commune natale, ses habitants, ses artisans lui rendent hommage avec les Mandrinades, une grande fête populaire les 12 et 13 juillet. Et puis parce qu'il se passe toujours quelque chose dans l'actualité judiciaire à Grenoble, j'échangerai dans quelques minutes avec Christophe Barré, procureur général près la cour d'appel de Grenoble. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 2 juillet 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. 6 000 m² de bardage, 2 500 panneaux de façade, 1 125 menuiseries, quelques chiffres de l'impressionnant chantier de rénovation de l'hôtel du département de l'Isère. Construit en 1979, puis agrandi, le bâtiment était une véritable passoire thermique. Ce n'est désormais plus le cas. Et par les temps qui courent, le jeu en valait bien la chandelle. Gaëtan Loiseau. Depuis 2016, le département de l'Isère œuvre pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. C'est dans ce cadre qu'il a entrepris des travaux de rénovation thermique sur son parc immobilier. Donc on gère 1 million de mètres carrés de bâtiments qui sont des bâtiments publics, que ce soit les collèges, les musées départementaux, les centres sociaux, les centres d'entretien routier. Bref, on a entamé une très très importante mutation de ces bâtiments pour aller vers moins de consommation, plus d'économie d'énergie. Et l'hôtel du département rue Fantin-la-Tour à Grenoble est la vitrine de cette volonté de rénovation. Le bâtiment, datant de 1989, était une véritable passoire thermique. Le département a donc débuté la conception de ces rénovations en 2018 pour un début de chantier en 2020 avec quelques imprévus. Il y a bien sûr eu la crise Covid, la guerre en Ukraine, la difficulté d'approvisionnement des matériaux. Mais nous avons su, malgré tout cela, maîtriser le budget. La totalité des travaux s'élève à 15 millions hors taxes, en comprenant les investissements pour le parvis et le rez-de-chaussée. Un projet colossal car il aura fallu 110 tonnes d'isolant. 6 000 m² de plaques fixées sur l'ensemble du bâtiment dont seules 44 sont identiques. Le tout permettant une économie d'énergie de 45% et bien sûr un gain de confort. Le bâtiment, il fait bon y travailler qu'on soit en été ou en hiver. Donc franchement, on est très satisfait de cette réalisation qui nous a permis aussi de sécuriser l'espace. Propriétaire de plus d'1 million de mètres carrés, le département souhaite diviser par 2 l'empreinte environnementale de ses bâtiments en 10 ans. Et le très grand bureau du président au 4e étage a même été réajusté à 40 m² pour permettre en complément l'aménagement de plusieurs bureaux et d'une salle de réunion. Ça roule. La métropole de Grenoble vient d'annoncer que tout en maintenant le dispositif réglementaire de la zone à faible émission pour les critères 3 dans 13 communes du territoire, elle prolongeait la période pédagogique jusqu'au 30 juin 2026. En clair, pas de contravention pour les véhicules concernés. Les députés ont voté le 17 juin la suppression des ZFE, mais à Grenoble, elle avait été définie bien avant par le plan de protection de l'atmosphère. C'est un événement qui n'a lieu que tous les 5 ans et qui n'avait même pas pu se tenir en 2020. Crise sanitaire oblige. C'est dire l'engouement qui entoure cette année les Mandrinades, la grande fête populaire qui aura lieu les 12 et 13 juillet à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Une plongée au temps de Louis Mandrin, contrebandier, symbole de la lutte contre les abus fiscaux, devenu figure légendaire du Dauphiné. Habitants, artisans, passionnés d'histoire sont mobilisés depuis plusieurs mois. Mirko Pesci. Fabrication de décors, confection de costumes et montage d'un spectacle équestre. Depuis plusieurs mois, à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, les habitants se mettent en ordre de marche pour préparer la fête des Mandrinades. L'association Georges Antonin, qui œuvre pour la sauvegarde des vieux métiers, réunit 100 adhérents. Chacun apporte son savoir-faire pour construire les décors. L'association des Mandrinades nous a demandé de recréer le cœur de l'église. Donc pour ça, nous avons réalisé des colonnes avec des arcs brisés. C'est fait à la façon ancienne, c'est-à-dire que c'est uniquement des moulures, des baguettes qu'on assemble les unes sur les autres avec différentes moulures pour en donner une grosse. J'ai utilisé du peuplier pour faire la plinthe et de l'épicéa pour faire les moulures, mélangé avec du cèdre pour faire un liseré d'une couleur différente. Il aura fallu attendre 10 ans pour retrouver l'effervescence autour de Louis Mandrin. Depuis 1935, sa fête a lieu tous les 5 ans, mais le Covid a mis les réjouissances de 2020 au placard.
Mais cette année, ces doubles doses de célébration, on marque aussi les 300 ans de la naissance du contrebandier. Alors le village sort le grand jeu, 500 costumes sont déjà prêts. Nous, on veut qu'il y ait le maximum de personnes qui se costument pour la fête, pour faire une immense fête sur la place. L'entité de Saint-Étienne, à cette époque-là, était quand même la ruralité. Pour l'homme, c'est le pantalon qui s'arrête aux genoux, un pantalon noir, la chemise blanche avec le laçage devant et puis une ceinture dessus. Et puis pour les femmes, une jupe simple avec un petit chemisier blouse, une ceinture ou un corset par-dessus. Des épisodes de la vie de Mandrin seront mis en scène par des spectacles de cavaliers. Chaque semaine, la troupe se regroupe pour habituer les chevaux au bruit et aux détonations. C'est l'attaque du dépôt de tabac. Et cette scène, pour la travailler particulièrement, il a fallu mettre au point des combats à l'épée et des coups de feu qui auront lieu pendant la scène. Un cheval qui n'a pas vécu des moments comme ça un peu intenses peut très vite paniquer. Pour ça, on a fait des entraînements très spécifiques, c'est-à-dire avec des pétards. On faisait marcher les chevaux sur des bouteilles, enfin bon, beaucoup de choses qui peuvent les désensibiliser. D'autres spectacles sont au programme, comme des vols de rapaces ou des comédies musicales. Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus pour l'occasion. Et le même programme sera reproduit le 12 et le 13 juillet. Pour ne pas vous perdre, l'application de la ville propose même une rubrique spéciale mandrinade avec le plan et les horaires des festivités. Un mot de sport, le calendrier 2025-2026 de Ligue Magnus est tombé mardi. Le championnat de France élite de hockey sur glace débutera le 12 septembre et ça commencera fort pour les Brûleurs de Loup, champions de France. Puisqu'après un premier match contre Bordeaux, demi-finaliste la saison passée, les Grenoblois se déplaceront 4 jours plus tard chez les finalistes, les Ducs d'Angers. Il faudra attendre le 24 octobre pour le duel Grenoble-Rouen en Normandie. La saison régulière durera jusqu'au 6 mars avec une coupure de 2 semaines en février en raison des Jeux Olympiques en Italie. Les BDL qui ont annoncé cet après-midi la venue en renfort de l'attaquant suédois Fredrik Verhel. Et sans transition, je reçois à présent Christophe Barré. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous êtes procureur général près la Cour d'appel de Grenoble, une juridiction qui s'étend de l'Isère à la Drôme en passant par les Hautes-Alpes. L'Isère et la Drôme particulièrement touchés ces jours derniers par la canicule. Il a fait très chaud aussi dans les prisons. C'est le cas évidemment à la maison d'arrêt de Vars qui en plus subit une importante surpopulation carcérale. Oui, comme tous les établissements pénitentiaires. Et tous ceux qui sont dans le ressort, il y en a 3 autres, à Gap, une petite maison d'arrêt, et 2 établissements très importants, l'un à Valence et l'autre à Saint-Quentin-Falavier. Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui sont prises à ce moment-là, lors des périodes de canicule, de grande chaleur ? Alors, il y a évidemment des mesures immédiates où on essaie de rendre cette surchauffe à l'intérieur des prisons, au sens thermique du terme. Elle n'est pas climatisée, la maison d'arrêt? Non, bien sûr que non. Il y a quelques espaces climatisés, mais la plupart en tout cas les cellules ne sont bien entendu pas climatisées. Et ça complique les choses parce qu'il y a une surpopulation carcérale qui est très importante. Sur l'ensemble de ces 4 établissements, hier nous étions à 1777 détenus. Et au niveau national, vous avez entendu dans les informations nationales qu'au 1er juin, nous avions hélas battu un nouveau record avec plus de 84 400 détenus. Il y a un an, il y en avait 7 000 de moins. Il y a un projet actuellement en cours vers Saint-Quentin-Falavier, je crois. Alors, il y a des projets de créer des établissements spécifiques pour que la détention de certains détenus s'effectue différemment d'autres. En d'autres termes, et de manière très très simple, vous avez des détenus qui relèvent de la délinquance et de la criminalité organisée, qui doivent évidemment être dans des établissements qui sont très sécurisés. Et puis vous avez d'autres détenus qui ont été condamnés parce que les juridictions ont estimé qu'ils devaient être condamnés à de l'emprisonnement ferme. Par exemple, les détenus qui ont commis des violences conjugales, qui ne relèvent pas de la même catégorie de délinquance. Ce sont des gens qui, en général, bien entendu, ne cherchent pas spécialement à s'évader, à l'inverse de ceux qui relèvent de la criminalité organisée, comme hélas, on l'a vu à Incarville. Alors justement, le 18 juin, un détenu de la maison d'arrêt de Vars qui devait participer à une sortie en montagne s'est évadé devant la prison avec l'aide de complices qu'il a rejoints en voiture. Ils ont ensuite pris la fuite. Comment est-ce possible ?
C'est tout simplement possible parce qu'ils sortaient de la prison. Alors, la question, c'est pourquoi y a-t-il des détenus qui sortent de prison? Parce qu'on essaie de faire en sorte que la prison soit un moment qui serve à la réinsertion. Si j'ose dire, la vocation d'un détenu, c'est de sortir de prison. Il y a quelques détenus qui exécutent, contrairement d'ailleurs à beaucoup d'idées reçues, une perpétuité réelle. Il est évident que quelqu'un comme M. Fourniret, il n'était pas du tout envisagé ni envisageable qu'il sorte un moment ou un autre. Mais pour la plupart des autres détenus, ils sont appelés à sortir de prison. Et donc on essaie de préparer la sortie, de préparer l'insertion. Et quelquefois, c'est rare, mais ça arrive, comme c'est arrivé cette fois-là, ils en profitent pour s'évader, c'est-à-dire pour ne pas réintégrer la prison. Une enquête est en cours, évidemment. Bien entendu, et la loi est très sévère pour les évadés, puisque la peine qui sera prononcée pour évasion s'ajoute à la peine qui a été prononcée à l'inverse des autres situations. Le procureur de la République, Étienne Manteau, a annoncé vendredi dernier que l'affaire qui concerne la députée Elisa Martin, le maire de Grenoble, Éric Piolle, et son ancien collaborateur Enzo Lesourd, serait dépaysé devant le parquet de Valence. Les protagonistes avaient déjà été entendus par le précédent procureur. A priori, tout le monde était au courant que, voilà, procureur de Grenoble, ça se passe à Grenoble, maire de Grenoble. Pourquoi l'affaire n'est dépaysée que maintenant? Est-ce qu'on n'a pas perdu du temps? Il va tout falloir reprendre du début? Non, mais parce qu'on ne vous a pas dit, mais elle est dépaysée depuis longtemps, c'est-à-dire depuis le début. Voilà, depuis le début de cette affaire. Alors pourquoi on dépayse? Parce que le procureur de la République de Grenoble est appelé institutionnellement à travailler, notamment dans des structures qu'on appelle les CLSPD, les comités locaux de prévention de la délinquance, avec les élus. Et donc, il est normal que ce ne soit pas le procureur qui a l'habitude d'être en relation institutionnelle avec un élu. Si un élu est mis en cause, il est normal que ce ne soit pas lui qui dirige l'enquête. Ça va être donc un autre procureur de la République. Et c'est une décision que prend le procureur général et que donc j'ai prise il y a de nombreux mois. Et vous ne nous avez rien dit tout de suite. Pourquoi on ne le dit pas? Mais parce que ça n'était pas utile. Ce qui est important, c'est que l'enquête se fasse. Pour l'affaire de favoritisme concernant la fête des Tuiles, Éric Piolle avait été jugé en première instance à Valence, pour les mêmes raisons, j'imagine, et finalement en appel à Grenoble. Oui. Quel intérêt de partir dans la Drôme et puis de revenir en Isère? Parce que la cour d'appel est à Grenoble, d'une part, et d'autre part parce que le procureur général que je suis n'est pas en relation institutionnelle avec le maire de Grenoble. Nous connaissons, bien entendu, nous l'invitons en tant que maire de Grenoble aux audiences, ce qu'on appelle aux audiences solennelles, mais je ne siège dans aucune instance avec le maire de Grenoble ou le maire d'ailleurs d'une autre ville. Est-ce que vous savez à quel moment pourrait avoir lieu ce procès? Celui à Valence? Non, pour l'instant, non. L'enquête est en cours, donc elle est sous la direction du procureur de la République de Valence. Et puis, nous verrons plus tard, à la fin de l'enquête, si des poursuites sont ou non exercées selon quelle voie. Voilà, et si ce procès a lieu ou pas avant ou après les prochaines élections municipales? Le cours de la justice, la loi ne prévoit pas que le cours de la justice doive se calquer sur le cours des élections, quelles qu'elles soient. Il n'a échappé à aucun de nos concitoyens que c'est le cas pour toutes les élections, qu'elles soient nationales ou locales. Comme l'élection présidentielle et le cas Marine Le Pen. Nos confrères du Dauphiné Libéré faisaient état la semaine dernière d'une enquête de soupçon de corruption d'un ou plusieurs membres de la police de Grenoble qui auraient prévenu des trafiquants de drogue d'une opération qui allait se tenir dans le quartier Saint-Bruno. C'était en octobre dernier. À l'arrivée de la police, les appartements avaient été vidés. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur cette enquête? Alors pas sur cette affaire, parce que c'est... Là aussi, ce sont mes collègues procureurs de la République qui travaillent sous mon autorité qui dirigent ces affaires. Mais ce que je peux vous dire, je l'ai dit d'ailleurs à la rentrée de janvier, lors de l'audience solennelle. Aujourd'hui, ce que j'ai appelé la terrible tenaille qui nous menace, c'est celle d'un côté de la peur qui est générée par la violence, dans le cadre des trafics, bien entendu, et de l'autre, de l'argent de la corruption. Lorsque vous combinez les deux, vous avez un pouvoir corruptif qui est important et qui concerne évidemment tout le monde dans notre société et au premier chef tous ceux qui interviennent dans le cours des affaires judiciaires, c'est-à-dire des enquêteurs,
de la police, de la gendarmerie, de la douane, des magistrats, des fonctionnaires des greffes, des avocats, des éducateurs, et y compris ceux qui, au quotidien, alors ce n'est pas forcément une corruption au sens juridique du terme, mais ceux qui vont pouvoir leur être utiles ou pour lesquels il sera utile qu'ils ne fassent pas leur travail. Voilà. Et ça, c'est une dérive récente à laquelle nous assistons et sur laquelle nous alertons depuis longtemps. En début d'année, avec mes collègues procureurs généraux, nous avons même rendu public un communiqué de presse national pour appeler l'attention de tous sur ce phénomène qui a été repris, et c'est exceptionnel, dans les conclusions de la mission d'information du Sénat sur ce qu'on appelle maintenant le narcotrafic, ce qu'on appelait le trafic de stupéfiants, c'est la même chose, mais qui s'accompagne obligatoirement de ces deux phénomènes que j'ai évoqués, la violence qui génère la peur et la corruption qui est permise par l'argent sale qui est obtenu par le moyen des trafics. Voilà. Est-ce qu'il y a des magistrats de la Cour d'appel de Grenoble qui sont sous protection ? Alors, s'il y en avait, de toute manière, je ne vous le dirais pas, parce que par hypothèse, ce sont des choses sur lesquelles on doit être discret, puisqu'il s'agit d'être efficace. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si les situations se présentent, il y a effectivement en France des magistrats qui sont sous protection, parce qu'hélas, c'est nécessaire, et on prend naturellement toutes les mesures de protection qui sont adaptées. Un dernier petit mot, parce que vous souhaitiez en parler, et puis c'est important aussi, vous vous occupez, alors pas uniquement du trafic de drogue, mais également du droit de l'environnement. Et oui. Vendredi, vous allez accueillir, soit en visio, soit physique, un nombre important de maires pour parler de ce que peut faire la justice pénale en matière d'environnement. Vous avez tout à fait raison, c'est même ce qu'elle fait déjà. Ça fait partie des priorités, des quelques priorités que j'ai données aux procureurs de la République, aux 5 procureurs de la République d'Isère, Drôme et Hautes-Alpes. Évidemment, nous sommes dans un ressort où l'environnement est une richesse exceptionnelle. Et nous devons donc faire ce qui est nécessaire en matière pénale, lorsque cela est possible, lorsqu'il y a des atteintes à l'environnement, avec quelques sujets prioritaires. Évidemment les pollutions, tout ce qui concerne l'eau, tout ce qui concerne les espaces naturels, la faune, la flore. Il y aurait d'autres choses à détailler, mais on n'a pas le temps de le faire. Et j'ai proposé, ils sont très nombreux à venir, j'en suis vraiment ravi, aux maires, de venir échanger avec eux pour qu'on leur explique ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons de telle ou telle manière. Eh bien, j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter avec vous. Je vous remercie. Ce sera avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes procureur général près la Cour d'appel de Grenoble. Merci. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans un instant, la météo. On se quitte en musique avec des belles qui vont faire leur rock sur le parvis de la Belle. Le groupe Madame va faire bouger la scène de la guinguette électrique jeudi soir à Grenoble. Von Kids enchaînera ensuite derrière les platines. Et comme d'hab, c'est gratuit. Excellente soirée à toutes et tous. Bienvenue dans la mer.